C'était, paraît-il, le bon temps. Quelques-uns s'en souviennent encore. À Paris, au début du siècle, aux environs de 1900. Au cœur de Paris, dès l'aube, un jardin potager s'ouvre sur de vieilles rues où parfois se glissent quelques malfaiteurs. Où sont-ils passés? Où se sont-ils perdus? Dans les vieilles rues du Temple ou bien le long des quais? La scène commence seulement à s'animer. Les péniches ont cédé le haut du fleuve au premier bateau-mouche parti du pont du Louvre et qui s'en va jusqu'à Suresnes. Presque déserts encore, les beaux quartiers voient monter la lumière fameuse qui dore la pointe de l'obélisque et non loin ce monument, chef-d'œuvre disent les uns, abomination crient les autres, la tour de Monsieur Eiffel. Elle a soulevé lors de sa construction les protestations furieuses d'un bon nombre de gens très bien. Baroque, mercantiles imaginations, toutes nos architectures rapetissées disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Monsieur Eiffel est très inquiet. Mais si les officiels ont commencé par protester un peu avant l'exposition de 1900, la chanson populaire, en revanche, a accepté la tour. Elle s'en est amusée, attendrie. La tour est désormais une Parisienne. Et M. Eiffel est rassuré. À l'occasion de l'exposition de 1900, on donne au restaurant de la tour des dîners très officiels. « 51 millions de visiteurs en bateau admirent les palais de toutes les nations et la Troisième République, enfin convaincue, a reconnu la tour comme une de ses gloires. Monsieur Fallières, dont le septennat s'inaugure, est fort satisfait. Comme Monsieur Eiffel, il a été immortalisé par la chanson populaire et il est devenu un symbole d'une France heureuse, sentimentale et ironique.
Il s'acquitte avec bonhomie de tous les devoirs de sa charge. Il inaugure, il reçoit, mais au comble de la gloire, il est saisi parfois d'une inquiétude. Eh oui, mais j'ai en province un petit cabinet d'affaires qui périclite. Il se rend donc dans sa ville natale et, rassuré, repart pour un voyage officiel. Il est à son tour reçu, salué, promené, fêté, et il inaugure, pour finir, un petit chemin de fer d'intérêt local. Le président est bien content. Le préfet de police, M. Lépine, ne l'est pas moins, qui inaugure à Paris la première station de métro, en compagnie de son collègue de Bruxelles. À son tour, sous terre d'abord, et puis dans les airs, il traverse, suivant la formule heureuse de M. Eiffel, dans un rêve stupéfiant, la capitale qu'il administre. Le rêve stupéfiant a lancé la mode de l'art nouveau, du moderne style ou style métro, qui s'inspire à la fois du réalisme des constructions industrielles et de la nature elle-même, de l'irrégularité divine, dit un critique, d'un oiseau, d'une fleur, iris, ibis, serpent, rose, profils humains. M. Majorel, dont les mobiliers ont fait courir tout Paris lors de l'exposition, pense cependant qu'il ne faut point que la recherche du nouveau l'emporte sur le bon goût. Dans le salon, une figure allégorique. Femme poisson, femme algue, femme lumière, symbolise le modernisme. « Savez-vous vous asseoir ?» demande la baronne de Staff, auteur de Conseils de mondanité. « Savez-vous aussi marcher avec une jupe entravée, conserver ses beaux mouvements, musique des yeux ?» Il est de bon ton aujourd'hui d'affecter un peu de liberté dans le maintien, et l'on peut se permettre, entre femmes, de s'essayer à quelques-uns de ces petits gestes charmants, pleins de désinvolture. Il est up-to-date de tendre la main gauche à qui vous tend la main droite, ce que l'on ne saurait faire, bien entendu, en présence des messieurs. Si l'on se reçoit d'entre intimes, on peut s'abandonner un peu, sans exagérer cependant, ni se laisser aller à croiser les jambes, du moins en public. La même subtilité de jugement doit présider à toutes les opérations de la vie féminine et en particulier au choix toujours mystérieux et si important des coiffures et chapeaux. Cheveux embaumés à l'origan, à la violette, au santal, toisons de mélisande qu'on ne saurait peigner soi-même et qu'il faut abandonner à la main de qui vous coiffe ou vous décoiffe, mais prenez garde de ne point blesser les yeux qui vous admirent. Toutes les hardiesses sont permises, à condition de rester dans le bon ton. Le jour où l'on est un peu las des chapeaux à la mode, on peut transformer en coiffure un sac bordé de perles ou une aumônière soutachée. Choix délicat encore que celui des bijoux. On aime aussi, comme mademoiselle Marcel Prince, les lamés nobles, les argents, les dorés et mordorés. Également fameuse déjà, mademoiselle Gabrielle Dorzia préfère les tulles légers et les parfums des fleurs. Jeanne Marnac, accompagnée d'André de Fouquier, présente les modèles d'hiver les plus nouveaux. Ces robes que seuls les grands faiseurs savent réussir, les fourreaux de grosses soies noires, les cuirasses de velours, les cottes de mailles en dentelle ou en jet, et sur une robe de velvétine, la broderie qui fait fureur, imitant le plumage d'un oiseau. Cappiello a tracé le portrait des grands maîtres de la mode, M. Deuillet, M. Jacques Doucet, M. Jean Vorte, Caroline Rebout et M. Rouff, qui connaît si bien les caprices de la femme. Un personnage nouveau, la sportswoman.
Mais la jupe longue est une entrave à la liberté de ses mouvements. L'apparition de la première femme à pantalon fit scandale. Pourtant, le port du costume masculin semble normal pour celles qui commencent à exercer ces métiers d'hommes. En France, en Angleterre, aux États-Unis, les suffragettes tiennent des meetings, défilent, protestent, affirment leurs droits. Miss Pankhurst et son chapeau mou. D'autres pensent mieux agir par la persuasion et préfèrent aux conférences houleuses les charmes plus insinuants d'un congrès suivi de garden party, en conviant, au lieu de les bannir, les émissaires du sexe fort. Libération physique et morale de la femme. Et d'abord, lutte contre ce despote mystérieux dont la silhouette féminine a été trop longtemps captive, le corset. Ce sera, dit une inlassable propagandiste, mieux qu'une réforme, une révolution. C'est une Bastille qu'il faut démolir. Mais que de problèmes alors. Comment faire tenir jupe, sous-jupe et jupon? On compare ainsi les silhouettes à demi ou tout à fait délivrées de cet instrument de torture que déjà la faculté condamne au nom de l'hygiène. L'un des supporters de ce mouvement de libération est M. Marcel Prévost, romancier moderniste en même temps que latiniste hors de pair. Paul Bourget, son rival, académicien, est l'auteur d'une physiologie de l'amour moderne. Maurice Donnet, ironique, généreux, aimé des femmes. Georges de Portoriche, le drame moderne à la scène et à la ville. Henri Bataille, un peu neurasthénique, mais prenant plaisir à prononcer ce mot. Je suis sûr de mourir à 30 ans, dit-il, mais il se trompe. Vers, prose, drame. Et le dimanche, il peint des portraits excellents. Les femmes du monde posent en secret pour Steinlen. Sem, le caricaturiste, cruel, inlassable, a ses têtes favorites qu'il creuse comme on travaille une plaie. Steinlen et Villette et Forain. Forain, terrible justicier lui aussi. Le gars disait de lui, il me tient encore par la basque de Mardingote, mais il ira loin s'il la lâche. Il la lâche en effet, pour stigmatiser les bassesses de certaines femmes, l'arrivisme de certains maris. Maintenant que tu as montré ton dos toute la soirée, j'espère bien que je vais te nommer préfet. Fronoin, auteur de fables et humoriste, a composé un délicieux recueil de toutes les platitudes qu'échangent dans leur conversation les gens du monde. Voici le dialogue à employer pour médire d'une certaine personne. Une honnête femme n'a pas besoin de se mettre du rouge aux lèvres et de la poudre aux joues. Nos grands-mères ne montaient pas leur mollet à bicyclette et ne s'en portaient pas plus mal. La femme moderne se montre, se dévoile. Inconnue, elle se fait photographier. Célèbre, on la voit partout. Marcel Linder, Liane de Pougy et Caroline Otero. Belle, troublante, troublée, inassouvie, et qui danse aussi bien à midi dans le jardin d'un de ses admirateurs que passe ses minuits par caprice pour les soupeurs du café de Paris. Aussi belle, mais lente, à l'anguille, Cléo de Mérode. On la vit à l'exposition de 1900 dans une danse exotique. Ce n'est pas du tout cambodgien, remarquèrent les puristes, mais c'est délicieux. Et que d'excentricité. Étourdissante, disent les uns, impardonnable, crient les autres. Ce sont bien là les gestes équivoques de la séductrice. Paul Bourget les dépeint ainsi. Ses reins se cambrent pour me fuir, elle se tourne vers moi pour s'indigner, en réalité pour m'envelopper de ses yeux fixes et m'affoler. Voilà de quoi puisser un homme aux pires folies.
Et ce sont les phrases de l'amour, les thèmes nouveaux et pourtant éternels des jeux romanesques, gestes d'abord mystérieux, évasifs, furtifs, puis prometteurs jusqu'à l'encouragement. Tentation. Les feuilletons à la mode parlent d'un amour si moderne, si aventureux. D'un amour qui ose tout. Ah, cette flamme des mots qui incendie le cœur. Le rendez-vous enfin promis dans une de ces villas à la D'Annunzio, où le séducteur se prépare à compromettre la femme qu'il convoite. Il aura le courage, moins égoïste qu'on le pense, de faire souffrir quand il voudra. Duel pour une femme. Jusqu'à ces scènes déchirantes que comptent les romans, qui bouleversent toute une génération. Grande tempête des aveux, l'amour jusqu'à la mort et au-delà. C'est ainsi qu'on se déchire l'âme. Willy veut peindre un amour plus léger, plus leste. Il a épousé Colette, qui sera bientôt l'un des grands écrivains du siècle. Déjà on dit de lui, ils ont beaucoup de talent. Willy a mis à la mode des scènes de genre un peu frivoles, anecdotes, quiproquos grivois. Ici, la femme mariée reçoit au lit la visite de son galant. Jupe culotte, canotier, barbe séduisante, printemps aux environs de Paris, et tout un monde est pris de grand air, d'hygiène et d'exercice. On s'évade de tout, mais comme le dit Paul Bourget, ces audaces ont pour conséquence de provoquer les pires folies chez la femme. Folie, pire folie, hélas. À quel degré de prostration peut tomber la créature trop émancipée? Le docteur est un adepte de ces nouveaux systèmes psychiques mis à la mode par le professeur Richer. Il guérit les troubles de l'âme. La femme, hypnotisée, raconte ses rêves, ses visions étranges. Elle révèle ses désirs de métamorphose. Désir de dédoublement. Elle assouvit aussi ses désirs de vengeance. Et si au réveil, quelque trouble est encore en elle, le praticien a mis le doigt sur la plaie de l'âme. Et réveillant la malade, il a tôt fait de la libérer de ses derniers cauchemars. Et quoi de plus facile pour s'entretenir le moral que d'appliquer la méthode du professeur Coué, l'autosuggestion. Chaque jour et chaque nuit, tout va de mieux en mieux. Et sous l'œil attendri du mari, les belles dames se font photographier pendant leur sommeil afin de conserver le souvenir des mystérieux instants où chemine le rêve. La thérapeutique moderne est si forte à la mode qu'on se fait vacciner en public dans les salons. Les mécante le bain turc, lieu de délassement et parfois de mystérieuses rencontres, avant de se rendre dans l'un de ces salons à la mode où l'arrivée du grand séducteur fait passer un frisson d'émoi et parfois de scandale. Bonnie de Castellane,
Robert de Montesquieu, sec, souple, contourné, Pierre-Louis, et, de passage à Paris, Oscar Wilde, parfumé, adulé, génial. De Max et son âme royale. Marcel Proust, qui cherche au détour d'une allée du bois de Boulogne le sillage d'Odette Swann. À la cascade, le long des lacs, on murmure des noms célèbres. Madeleine Roque et Sylvain. Et dès le mois de mai, du blanc, toujours du blanc, linon, broderie, guimpes empesées, nœuds de ruban et fleurs pour la bataille. À la saison d'été, c'est l'arrivée aux courses. Ailleurs s'entraînent les vrais sportifs. L'épreuve du cross-country militaire est gagnée par Jean Bouin. Un débutant dont on espère que le nom sera fameux un jour, Georges Carpentier. La France rencontre l'Angleterre. Sportsman, moderne, dynamique, intrépide, Rivière, champion cycliste et inventeur de la bicyclette s'enchaînent. Les automobilistes améliorent sans cesse leur record. Ils vont faire du 70 à l'heure. Mais d'autres songent à la conquête de l'air, et le comte de Lavaux, aéronaute mondain, est l'un des plus fervents de cette tentative d'évasion. Le comte de Lavaux, partant pour une ascension, prononce quelques mots sur l'avenir des dirigeables. La duchesse d'Uzès préfère les sports terrestres, et la chasse en particulier. Parmi les invités figure un ecclésiastique au nom prédestiné, Monseigneur Gibier. Bête de race appartenant à un propriétaire fameux, les lévriers de Gabriele et d'Annunzio. Chasse le vin et les belles, c'était le refrain de Bourbon. Il rencontrait peu de cruelles et trouvait toujours le vin bon. Ses maîtresses étaient fidèles et ses chiens avaient du renom. Fort satisfaite, la duchesse quitte ses terres pour se rendre à l'un de ces grands mariages qui font trembler de joie tout le faubourg Saint-Germain.
voyage de noces. Nice, la promenade des Anglais. On est loin de Paris. La saison mondaine pourtant y bat son plein, mais sous la pluie. Le quai Conti voit défiler pour une réception à l'Académie française les personnages les plus célèbres, authentiques immortels. Mais pour combien de temps? Qui, dans 40 ou 50 ans, les reconnaîtra? Mais la scène grossit, le niveau monte, paraît-il. Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'à la cheville, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Les beaux quartiers n'ont jamais vu cela. Et pire qu'une tornade, pire qu'une guerre, le métro de M. Lépine est menacé. Que va devenir la Tour Eiffel? Au loin, le génie de la Bastille voit pour la première fois les bateaux passer à ses pieds. On rame dans la cour de la gare Saint-Lazare. Le flot s'engouffre dans le bouillon du Val. Mais déjà, dit Jules Renard, le côté Venise de l'inondation commence à lasser tout le monde. À Boulogne, à Suresnes, les petits rentiers de banlieue s'impatientent, les voilà coupés de Paris. Mais par bonheur, les eaux baissent enfin. Paris respire, le zouave a de nouveau les pieds au sec. Notre saison commence et Paris se prépare pour la mi-carême. Place Vendôme, les midinettes s'agitent. Qui sera cette année reine de Paris? Une modiste, une marchande des Halles, une demoiselle du carreau du Temple? La bonne société condescend à favoriser ces petites distractions. L'œuvre du jardin de génie distribue les graines qui permettront aux midinettes de fleurir leur balcon. Au bras de M. Brésillon, conseiller municipal, la reine monte en voiture. C'est mademoiselle Marie Poirier qui tient pavillon aux Halles. Paris s'amuse, le président est bien comme dingue. Les fêtes foraines ont aussi leur société cosmopolite, aussi variée que celle de la promenade des Anglais. Le dragon de Luna Park voit passer les visages les plus exotiques. Au pavillon oriental, on assiste à ces chinoiseries, turqueries et japonneries qui sont si fortes à la mode.
Aujourd'hui, on attend un homme qui a fait le tour du monde, Buffalo Bill. Buffalo Bill rend visite à Paris avec son immense troupe d'animaux. Grand concert au Jardin des Plantes pour les promeneurs du dimanche. Mais quelques-uns s'en vont en silence se pencher sur la vie des végétaux. Iris, fuchsia, orchidées s'épanouissent dans la torpeur d'un été naissant. La chaleur est venue. Ceux qui demeurent en ville cherchent partout un peu de frais. Les uns au sommet des tours de Notre-Dame, d'autres sur les bords de la Seine. Ceux qui ne sont point trop accablés prennent d'assaut les bateaux-mouches. « 14 juillet. » août, Paris se vide. Les bêtes accablées réclament le secours des hommes. Heureusement, un bon Anglais, M. Wallace, a légué à Paris ses petites fontaines. À peine a-t-on le courage de s'asseoir à la terrasse du Napolitain. Un opérateur facétieux s'est posté derrière un arbre pour filmer l'entrée et la sortie des passants, soudain pressés par un léger besoin. D'été. Les trains bondés emmènent tous ceux qui peuvent prendre quelques repos. Bienfait des eaux dans une torpeur souvent pire que celle de Paris. Seulement, il y a le casino, le kiosque à musique, la promenade au candélabre, ces bains sulfureux, alcalins. Cette aire mystérieuse au-dessus desquelles le sourcier balance son pendule et désigne l'endroit d'où jaillira la source. Et n'oubliez pas le professeur Coué. Chaque jour, grâce à la cure, tout va de mieux en mieux. D'autres préfèrent les rivages marins, les plages de famille et empruntent le train de plaisir. Comme elles sont pratiques, ces cabines roulantes où l'on peut se mettre en maillot de bain et gagner le bord de l'eau sans aucun risque d'être aperçu.
La journée n'est pas finie cependant pour les marins, pour tous ceux qui vivent là, même l'hiver, même quand il n'y a pas de train de plaisir. D'autres s'en iront vers les lieux à la mode, où l'on entend les tangos voluptueux et les valses tziganes. Mais plus bouleversante encore, la danse nouvelle, inspirée du vol de l'aéroplane, l'aéronette, trouble les spectatrices plus encore qu'elles ne veulent se l'avouer. C'est une véritable initiation. Ces mouvements tour à tour planants, chaloupés, tendres, syncopés. Cet élan vers l'infini. Puis peu à peu ce glissement en souplesse, jusqu'à l'atterrissage, en quelque chose de moderne et de si surprenant. Atterrissage. La danse finie, on connaît un long moment d'extase. On en rêve encore dans l'intimité. Mais ne préférez-vous pas un de ces airs langoureux, un de ces solos d'instruments à cordes qu'on écoute au concert? Musique qui évoque des souvenirs, qui portent au cœur et vous arrache bien souvent des larmes. Mais les musiques à la mode ne sont pas toujours, Dieu merci, aussi déchirantes. Au Moulin Rouge, les successeurs de la Goulue de Valentin le Désossé règlent et dansent le French Cancan de renommée mondiale, le Cakewalk et quelques-unes de ces féeries dont la vogue n'a pas cessé depuis le Second Empire. Permet de mieux détailler le charme et la souplesse de ces créatures. C'est une véritable vision de la beauté classique, dit le prospectus. Spectacle de famille et qui peut être vu et imité par tous les publics. Pères, oncles, neveux, enfants de tous âges, les Julians. Le music-hall remplace le vieux café-concert. Mayol et Alice Bonheur. Ouvrard, le comique troupier. La jambe longue, la lèvre inférieure un peu proéminente, c'est Maurice Chevalier. Il s'exerce à imiter Mayol. Mistinguett l'y encourage.
et ses succès, les questions de Louise, la Vénus du Luxembourg et l'anatomie du conscrit. Montéus préfère les refrains antimilitaristes. Félix Galipeau. Le public rit tellement qu'on n'entend même plus ce qu'il dit. Lui non plus. Monsieur le Président aime bien le music-hall. Dranem l'accueille à la Maison des Artistes. Au même moment, Monsieur Charles Pathé reçoit la visite de Ferdinand Zecca, scénariste, acteur, opérateur, metteur en scène, auteur de petits films féeriques ou burlesques. Spectacle forain, invention sans grand avenir, disent les uns. Art futur, murmurent les autres. On a filmé déjà les actualités, des scènes de la vie de tous les jours. C'est la nature prise sur le fait. Dans un cinéma de quartier, on présente L'amant de la lune. Mais le public averti préfère les représentations du grand théâtre et ces comédiennes qu'une foule attend à la fin du spectacle. Méconnue jusqu'à 30 ans, fameuse ensuite, Gabrielle Réjeanne. Sarah Bernard, chevelure d'or rouge, regard d'azur, reçoit en France, en Angleterre, en Russie, en Amérique, l'hommage ininterrompu d'une époque passionnée de théâtre. Dans sa propriété de Belle-Île, elle déclame pour ses amis. De 16 ans, il est de la laine. Et dès là, la petite s'entraîne à sur cette pas. Jamais, disent ses admirateurs, jamais on ne pourra plus jouer après elle la dame aux camélias. L'amoureux inconnu qui passe et qu'on ignore. Dès qu'il apercevait ses beaux yeux rembrunis, il courait lui chercher des chansons dans les nids. Ne pouvant apporter toutes les fleurs dans le verbe, il avait dû cueillir des papillons. Son auteur favori, Edmond Rostand. La princesse lointaine, les romanesques, Cyrano de Bergerac, l'Aiglon. Georges Courteline, auteur comique, Les Gaîtés de l'Escadron, Le Train de 8h47, Messieurs les Ronds de Cuir. Mais on joue toujours Molière, et Lucien Guitry est le plus fameux des Alcestes. Il est la figure de proue. Il a des mots étonnants. Quand on a déjà frappé les 3 coups, le régisseur court dans sa loge. « Monsieur Guitry, on n'attend plus que vous. » « Qu'on attende, répond-il tranquillement. On ne peut pas commencer sans moi. » Gémier, disciple d'Antoine, cherche un contact plus direct avec le public. Il monte un théâtre ambulant, le théâtre du peuple, et s'en va interpréter sous la tente les rôles classiques. La sobriété de son jeu est tout à fait insolite. Jules César, Shylock du Marchand de Venise. Sur les boulevards, Francis de Croisset fait répéter sa dernière pièce.
Abel Deval encourage Yvonne Debré et André Brûlé à recommencer la scène du baiser. Sem, dans un coin, prend des croquis. Ce sont aussi les grands mariages romanesques du théâtre. Mademoiselle Gabrielle Robin épouse le comédien Alexandre. Devant les grilles du Palais Royal, Cassive, la dame de chez Maxime. Plus célèbre par son charme, son buste et son sourire que par son talent, Régina Badet. Polaire. Comment fait-elle pour mettre sa taille dans une alliance? Elle est en avance de 20 ans sur son époque, elle porte les cheveux courts, elle aime le travesti. Déjà jeune, Cécile Sorel. Tragédien de Max. Mounet-Sully est plus qu'un acteur, plus qu'un artiste. C'est un dieu qui règne sur le peuple. À la Comédie Française, il joue la scène finale d'Édipe Roi. Ironique, mais par moments subjugué, Jules Renard le regarde. Il pousse des cris de phoque, ouvre une bouche de tube digestif, retrousse ses narines jusqu'à l'œil, qui est d'un blanc d'œuf effrayant. On ne l'entend pas, ou bien il hurle, mais il y a en tout une cinquantaine de vers qu'il dit comme un dieu. La France, attendant quelque chance meilleure, aime donc... Dans la scène du cimetière d'Hamlet. Paul Mounet, son frère, dans le Retour d'Ulysse. Pénélope, Madame Barthès, la divine, l'élégance faite femme. David et Goliath. Une très jeune fille, mademoiselle Berthe Bovy, débute en travesti dans le rôle de David. À l'opéra, Camille Saint-Saëns vient de faire répéter sa dernière œuvre. On accueille les grandes voix d'or du monde entier. Nelly Melba, qui donne son nom aux fruits glacés. Le napolitain Caruso, ravi, replaît la voix la plus chaude d'Europe. Louise a été un triomphe et Gustave Charpentier, après avoir chanté Montmartre et la misère, est fêté solennellement dans le Temple national de la musique. Et au Grand Palais, quel spectacle lorsque s'ouvre le salon des artistes français. Ces monuments tout blancs, ces victoires ailées. Un grand artiste officiel et son chef-d'œuvre, la statue de la reine Victoria. Monsieur Fallières, comme toujours, inaugure, approuve et complimente. Il s'est lui-même fait peindre par Monsieur Bonnat, qui a pour idéal exclusif d'exprimer la vérité. C'est aussi l'avis du peintre qui achève le portrait de Sa Majesté Édouard VII, roi d'Angleterre, empereur des Indes. Et pourtant, certaines voix murmurent « C'est affreux, ces pompiers, ces peints, ces sculptés dans du savon de Marseille ». Contre l'art académique, la réaction est violente. Auguste Rodin, du haut de sa terrasse à Meudon, peut voir la ville de Paris qu'il a si longtemps ignorée. Il n'a jamais été un sculpteur officiel, mais peut-être est-ce la garantie de son immortalité. Auguste Renoir, vieillissant, ne peut plus tenir de pinceau entre ses doigts. Il continue cependant à faire ce qu'il a toujours fait, recréer la femme et la nature.
À Giverny, Claude Monet devant ses nymphéas. L'impressionnisme a scandalisé les critiques et le public s'est d'abord détourné de ces tableaux étranges avec ironie. Le peintre, dit Monet lui-même, n'est plus qu'un œil. La musique a suivi le même mouvement. L'œuvre maîtresse de Debussy, Péléas et Mélisande, a connu à sa première représentation les huées de la foule, Claude Debussy. Les interprètes de Péléas, Jean Perrier, Marie Gardel. Mais peu importe que les contemporains rient de si bon cœur, quelques-uns comprennent et applaudissent, ils songent que demain, cet art aura triomphé à son tour. Dans les jardins de Paris, le matin, de bonne heure, on aperçoit parfois un promeneur isolé qui songe au destin de ce temps et qui se demande quels en seront les prolongements dans l'avenir. Les écrivains, les philosophes, les peintres de la nouvelle génération ne sont pas célèbres encore, et le passant ne se retourne point sur eux. Pourtant, c'est André Gide qui médite au but de Chaumont. Il répond aux artistes officiels « Nous nous en prenons à des terres nouvelles ». Au jardin du Luxembourg, Gide rencontre parfois un poète encore mal connu, lui aussi, Paul Valéry. Guillaume Apollinaire a posé pour une petite série de photos animées. Seule image vivante qui demeure d'un homme qui fut l'ami de tous les peintres de son temps. Picasso peint à l'époque son propre portrait. Matisse, l'homme de la couleur. Le premier salon des Fauves a provoqué un scandale. On a protesté contre Matisse, contre Braque, contre Dufy, contre Marquet, contre Derain, contre Utrillo. Contre ces hommes qui, groupés au cœur de Paris, exploraient les terres nouvelles de Gide. Non loin de Paris, à Juvisy, un autre rêveur contemple le ciel. C'est Camille Flammarion. Un prodige est annoncé. Une éclipse de soleil qui sera visible à Paris. La place de l'Opéra connaît une lumière inusitée et quelques-uns veulent y voir les présages de la fin du monde. Un homme, cette année-là, tenta une aventure étrange et mortelle. Il était tailleur de son métier et avait inventé un costume destiné à le soutenir dans les airs. Il monta au premier étage de la tour en hiver au petit matin. Quelques curieux le regardèrent. Le virent hésiter. Son corps fit en tombant un trou de 14 cm dans le sol au pied de la tour. Mais d'autres ont déjà conquis le ciel. En 1909, Blériot a tenté la première traversée de la Manche. Son retour à Paris est triomphal.
premier meeting d'aviation, le président Fallières salue ce miracle du siècle et fait au ciel des gestes lyriques. Quel bel instrument de paix, de rapprochement des peuples. Tous les pays d'Europe sont désormais voisins. Tous les pays du monde seront amis. La conférence de la paix qui s'est tenue en Hollande a donné le signal d'un mouvement officiel de bonne volonté. Aux quatre coins du monde, empereurs, ducs, archiducs et présidents se mettent en route. Le jeune roi d'Espagne et sa suite. À Berlin, Édouard VII a rencontré son cousin Guillaume II. Les souverains des empires centraux se sont consultés. Au bras de M. Fallières, la reine la plus pacifique du monde, Wilhelmine de Hollande. Les diplomates réunis à Paris saluent la République. De la tribune, M. Fallières salue la paix. Un Américain philanthrope, M. Carnegie, grand pacifiste, se montre fort satisfait du voyage. La paix du monde est assurée, le président français est bien content. La paix, tout n'est pas aussi simple. À la Chambre des députés s'affrontent sans cesse les hommes et les idées. Droite, gauche, gauche, droite. M. Arthur Meyer, directeur du Gaulois, Jaurès à côté de son ennemi, M. Millevoye, de l'extrême droite. M. Delcassé. Aristide Briand. Un jeune député, Marcel Cachin. Les débats tournent parfois au combat singulier. Léon Blum, critique littéraire déjà féru de politique, attaque son collègue Pierre Weber. De dos, agressif, rageur, Charles Maurras de l'Action française contre Paul de Cassagnac. Au sabre, au pistolet, à l'épée, Léon Daudet a la manie de se battre même lorsqu'il n'est que le témoin. Il assaille Pierre Mortier. Mais M. Arthur Meyer dodeline et prétend que tout cela n'est pas aussi grave qu'on le dit. Que se passe-t-il cependant? Quelles sont ces foules qui manifestent? Pourquoi et contre quoi? Contre la vie chère, contre les taudis. Les édiles parisiens, un peu alertés, visitent la zone. L'envers du bon temps. Il ne se passe pas de jour où l'on ne voit aussi comment il meurt de cette vie-là. Conclusion, les édiles choisissent l'emplacement d'une nouvelle morgue. Mais ceux qui attendent dans la rue ne sont pas très sûrs que ce soit par des ventes de charité, des batailles de fleurs, des garden parties au profit des enfants affamés qu'on puisse résoudre ce problème. Ils ne sont pas très sûrs non plus que la poésie populiste ou misérabiliste de Jean Écart, l'exaltation du sentiment du sacrifice, soit suffisante à dissiper le malentendu. Mais dès qu'une manifestation se produit, on fait semblant de croire qu'il s'agit de mouvements anarchistes, de menées antinationales, et aussitôt on sévit. Convaincu de menées antimilitaristes, un sous-officier est dégradé. Paris se souvient avec angoisse des attentats de la fin du XIXe siècle. Paris se souvient encore de la bombe de Vaillant et de celle que jeta à l'hôtel Terminus le polytechnicien Henri. D'autres, moins désintéressés, pratiquent le crime comme un défi à la société.
À Londres, la police a cerné la maison où des bandits internationaux se sont retranchés et font feu par les fenêtres. Mais en avril 1912, Paris, inquiet, ne s'intéresse plus qu'à la capture du célèbre bandit Bonneau. Le 28 avril, on le dépiste à Choisy-le-Roi, au Nid Rouge. Un opérateur de cinéma se trouve sur les lieux. Monsieur Lépine assiste au siège. On a mobilisé plusieurs bataillons d'infanterie, la garde républicaine, tous les effectifs disponibles de la Tour Pointue, les sociétés de tir de 10 lieues à la ronde. Plus de 1000 personnes pour capturer 2 hommes, Bonneau et Dubois, son complice. Une voiture de paille, derrière laquelle se dissimule un soldat, est lancée vers le repère du bandit. On va jeter au pied du garage une charge de dynamite. Après 2 essais infructueux, le garage sautera-t-il enfin? La foule qui s'était massée à distance rompt les barrages. Bonneau est grièvement blessé, Dubois, son complice, est mort. On fouille le Nid Rouge. Les commissaires descendent les pièces à conviction. Ils trouveront un morceau de papier sur lequel Bonneau, mourant, a écrit de son sang ces derniers mots: « Tant pis pour la société, tant pis pour vous ». On emporte les corps sous les huées de la foule. Les cadavres iront à la morgue et les complices partiront au prochain convoi pour le bagne. Ils sont bien 20 et 30 à Nantes dans la prison. Le plus jeune des 30 disait une chanson. Les dames de la ville sont accourues au son. Ouvrez-moi donc la porte de la prison. La prison s'est ouverte, les prisonniers s'en vont. Ils s'en vont loin sur l'onde, jamais nous ne les reverrons. Et pourtant, les grandes questions de ce monde ne sont pas résolues. La condition des hommes change, mais sans apporter les améliorations qu'on attendait du progrès. La vision de l'univers futur n'est pas toujours très rassurante. Ces hommes, ces femmes sont mal protégés contre la force des machines, contre l'ampleur même des mouvements qu'ils déclenchent, écroulement des mines, explosions, incendies. Il faut que ce monde s'organise et que ces travailleurs appliquent les principes de solidarité auxquels songeaient déjà leurs ancêtres de 48 et de 71. L'activité syndicale est enfin reconnue comme un instrument de protection et d'ordre. Figure populaire à Paris, Cochon emménage les sans-logis et les aide à s'installer. Agir, et quelquefois aussi ne pas agir. Une grève des chemins de fer éclate. Un gréviste a été tué. Ces obsèques sont l'occasion d'une manifestation à laquelle assiste le chef des socialistes, Jaurès. À côté de lui, Vaillant. En Russie, Léon Tolstoï rêve depuis longtemps d'une fraternité qui assurerait à tous les hommes une paix vraiment heureuse. Des démonstrations pacifistes ont lieu sans cesse. Ce monde ne veut pas de guerre. Cependant, d'autres hommes tiennent un autre langage. Paul Déroulède, dans ses vers,
exhorte ses compatriotes à songer au combat futur. Depuis 10 ans, j'ai commencé ce rêve. Tout le traverse et rien ne l'interrompt. Dieu veuille un jour qu'un grand Français l'achève. Je ne suis moi qu'un sonneur de clairon. À quand le combat? Pour qui la victoire? Éclair de malheur ou rayon de gloire? Du hulan noir, du hussard bleu? Qui te tirera premier coup de feu? Je ne suis moi qu'un sonneur de clairon. Et ce n'est pas par égoïsme lâche que je soustrais mon bras à l'aviron. 1000 rameurs sont prêts pour cette tâche. Je ne suis moi qu'un sonneur de clairon. D'autres écrivains se font l'écho d'angoisses plus sérieuses. C'est l'époque où Maurice Barrès, littérateur devenu homme politique, lance son appel aux soldats. Homme public, intérêt privé. Un industriel français, M. Michelin, vient de songer à l'utilisation de l'aviation en temps de guerre. Il fonde un prix pour l'équipement militaire des aéroplanes modernes. M. Turpin a mis au point un produit chimique dont l'utilisation donne des résultats fort encourageants. La mélinite. En Allemagne, M. Krupp, marchand de canons, se repose en famille sur son bateau de plaisance. Des deux côtés du Rhin, les usines marchent à plein rendement. À la Tour Eiffel, un petit coup de canon signale peut-être la fin du bon temps. Le septennat de M. Fallières s'achève. Le président chasse pour la dernière fois à Rambouillet. Pendant ce temps, ailleurs, un autre homme est aux aguets. C'est Guillaume II. Il chasse lui aussi, mais le gros gibier. Et son tableau de chasse est autrement impressionnant que celui de M. Fallières, qui n'a abattu que quelques oiseaux pacifiques. M. Fallières rentre à Paris pour procéder à l'installation de son successeur, M. Poincaré. L'époque change de visage. Adieu à M. Fallières. Bonjour à M. Poincaré. Et le président se retire à la campagne dans un champ de marguerites et veut demeurer le dernier symbole de la France heureuse. Les temps vont changer, les temps changent. Monsieur Carnegie, de nouveau en visite à Paris, ne trouve plus sur les boulevards cette atmosphère de paix joyeuse qui l'avait ravi. Il est inquiet. Il songe à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Troubles, manifestations, révolutions, guerre. Au Portugal, au Mexique, dans les Balkans, la Grèce se bat contre la Turquie. Dans la campagne, M. Poincaré a d'autres préoccupations que son prédécesseur. À l'homme du Sud a succédé l'homme de l'Est. Il inspecte l'état du matériel. De l'autre côté de la frontière, Guillaume II, au terme d'une inoffensive promenade, découvre son panorama favori. Les grandes revues officielles auxquelles assistent tous les représentants étrangers, futurs alliés, futurs ennemis, ont encore un caractère d'aimable parade, chacun n'en est pas moins hanté par l'image du moment où ses troupes entreront vraiment en action. Été 1914. Le président accompagne les souverains anglais qui quittent l'Élysée après un dernier voyage officiel. Lui-même part pour la Russie avec le ministre Viviani. Et pendant qu'il passe en revue les troupes amies, l'angoisse monte dans le monde.
l'univers est sous pression. Des renforts arrivent du bout du monde. Les troupes coloniales, accueillies dès leur arrivée par les instructeurs métropolitains, commencent un entraînement rapide. Au-delà du Rhin, même jeu. Le Kronprinz à la tête des hussards de la mort. Les empires centraux sont en émoi. Le 28 juin, l'attentat de Sarajevo a donné le signal qu'on attendait. L'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Les visites officielles s'achèvent en conciliabule tragique. On passe une dernière fois en revue les troupes prêtes au départ. Comme un lion en cage, l'empereur va et vient, attendant de lancer l'ordre de marche. En Russie, le peuple manifeste sa solidarité avec la nation serbe. Les Slaves veulent défendre leurs frères. Le monde a les yeux fixés sur le palais impérial. Que va faire le tsar? Les officiels, ministres, ambassadeurs voudraient faire bon visage et rassurer l'opinion. Ils y parviennent mal. L'ambassadeur Izvolsky prend son ultime repas en famille dans le jardin de son hôtel parisien. Le monde n'a plus que quelques instants de paix à vivre. Un dernier soleil se couche sur Paris au soir du jour où Jaurès a été assassiné. Au matin du 2 août, le sort attend. Quelques instants encore. Et soudain sur les murs, une affiche. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Partout dans l'Europe, à la même heure, les hommes sont en marche. Les Belges. Les Anglais. Les Russes. Le train qui les emmène est béni par un pop. À la gare de l'Est, des cris encore joyeux. Des visages mal préparés au spectacle du lendemain. C'est pourtant 1900 qui s'achève.